Bon, bah, écoutez, merci à tous et toutes d'être là ce soir pour cet atelier. Le but, c'est de présenter la numérologie en général. Donc, je sais que parmi vous, il y en a qui connaissent, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre cet outil qui est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce que c'est que la numérologie? Elle s'appuie sur votre date de naissance. Donc, l'heure nous importe peu. Ce qui compte, c'est la date de naissance. Et tous vos prénoms et votre nom. Donc, c'est quelque chose qui va se servir de ces éléments-là, les réduire en nombre. Donc, les lettres vont être réduites en nombre parce que dès qu'il y a un alphabet, A, B, C, D, E, F, G, etc., c'est un alphabet qui est organisé. Donc, comme il a une place, il a automatiquement un nombre qui le caractérise, A, 1, B, 2. Et du coup, on va pouvoir réduire tout ça par des nombres et additionner, faire des additions, même des soustractions. Et on va pouvoir déterminer des choses de notre personnalité. Alors déjà, au préalable, qu'est-ce que c'est que la numérologie et sur quoi elle s'appuie-t-elle? Elle s'appuie sur la symbolique des nombres, déjà. La première personne qui s'est intéressée à la dimension symbolique des nombres, c'est notre cher Pythagore, il y a quand même 2600 ans. Lui, en fait, il partait du principe que les nombres avaient une vibration sacrée et comprendre le monde, c'était comprendre par des équations mathématiques et puis la symbolique des nombres, ce que on pouvait dire derrière ces nombres-là. Donc, c'est très important de savoir que c'est très vieux. Il y a eu derrière Socrate, Platon, ses élèves qui ont continué à travailler ça. Il faut savoir que Jean-Sébastien Bach, ce n'est pas connu, mais vous cherchez sur Internet, vous verrez, toute l'œuvre de Jean-Sébastien Bach est faite suivant le principe de la guématrie. C'est quoi la guématrie? C'est donc faire correspondre à chaque lettre un nombre et avoir des vibrations. Jean, c'est l'énergie 3, etc., etc. Après, la numérologie, elle a vraiment été mise en avant grâce aux Américains et en particulier des Américaines. En fait, ces trois femmes qui ont fait un boulot extraordinaire, surtout le docteur Juno Jordan, qui était dentiste et qui a créé en fait un institut de recherche en Californie sur la numérologie. Et elle a fait ça de façon très scientifique, puisqu'elle elle-même était issue de monde scientifique. Elle a fait donc des années de recherche. Elle s'est créé son institut en 1965. Et à partir de là, il y a énormément de choses qui ont été découvertes grâce à ses travaux. Donc, elle n'est pas très connue, mais c'est pourtant elle, la papesse de la numérologie. Et son institut date de 1965. Elle a écrit un livre très connu qui s'appelle The Romance in Your Name. C'est elle qui a vraiment travaillé, peaufiné cet outil. Et puis, il y a eu une autre personne qui est un homme, le pasteur Kevin Quinn Avery, qui lui aussi a contribué à donner une ouverture et une connaissance de la numérologie dans le monde entier parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle The Numbers of Life, la vie secrète des nombres ou des chiffres en français. Et ça date de 1975. Lui a permis de démocratiser la numérologie. Par contre, ce monsieur qui était pasteur avait des dons de voyance. Et si aujourd'hui la numérologie est très connectée art divinatoire, malheureusement, c'est à cause de lui. Parce que comme il était médium, en fait, il a dit que la numérologie est un art divinatoire. La numérologie n'est pas un art divinatoire. C'est une aide à la décision extraordinaire, une aide de la compréhension de l'être humain extraordinaire, mais pas plus, ce qui est déjà pas mal. Ce sont ces deux personnes vraiment qui ont contribué à faire en sorte que la numérologie aujourd'hui soit connue. Après, il y a eu plusieurs courants très différents. Et il y a eu plein de numérologies différentes qui ont eu des noms différents. Moi, de mon côté, j'ai créé la numérologie stratégique. C'est un mot que j'ai déposé parce que ce qui m'importait, c'était d'abord sortir la numérologie des arts divinatoires parce que c'est un outil génial, mais il faut arrêter de croire que c'est un outil divinatoire. Et surtout, le mot stratégique parce que j'estime que l'individu a besoin de prendre sa vie en main et de ne pas subir. Et dans la notion de stratégie, il y a cette notion que je suis stratège de ma vie, c'est-à-dire que je réfléchis et j'avance. Et c'est moi qui décide. Voilà. Donc déjà, cette notion-là est importante pour moi. Et puis, c'était aussi
donner un mot qui rassure, dans le sens où j'ai fait énormément de travaux de recherche. Les noms, j'ai des Marilyn Monroe, à Sinatra, à Roosevelt, à Churchill, à Hitler, à Carl Lewis, à Dali, Steve Jobs, Léonard de Vinci, etc., etc. Ce qui m'intéressait, c'est de rationaliser la numérologie parce que je ne trouvais pas mon compte dans ce côté un peu fouillis. Et ce qui m'a intéressé, c'est de structurer. Et dans la notion de stratégie, il y a une notion de rationalité, de choses qui soient posées et aussi un besoin de simplifier. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est que la numérologie ne soit pas accessible à quelques initiés, point barre, mais que ça soit accessible au plus grand nombre et surtout dans le monde professionnel, parce que mon souhait le plus cher, ce serait que la numérologie rentre dans le monde professionnel pour qu'on apprenne à respecter les individus en fonction de ce qu'ils sont et non de leur CV, que leur CV, quoi. Donc, j'ai fait ce travail de recherche et ce qui m'a intéressé, c'est de structurer en utilisant une métaphore, qui est la métaphore de l'arbre. Ça, c'est une notion qui était importante pour moi parce que un arbre, quand on le plante et qu'on s'en occupe pas, ben, il va pas être content et puis il va donner des signes de faiblesse. Si on lui donne ni soleil, ni eau, ni sels minéraux, ça va être compliqué pour lui. Donc, moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que je me suis dit, ben, mon arbre intérieur, si je le nourris pas, c'est pareil. Il va manquer des éléments et c'est ce qui va expliquer que j'ai mal au dos, je suis fatiguée, je suis malade, je suis en burn-out, etc., etc. Donc, cette métaphore, je l'ai utilisée et coup de chance, ben, ça tombait très, très bien. Donc, on a des racines, on a un tronc, on a des branches, des feuilles, des fruits et j'ai fait correspondre tous les éléments par rapport à cet arbre. J'ai créé donc 7 besoins fondamentaux, et une dynamique de vie. Et ces éléments-là, ils sont regroupés en une seule et même entité, qui est l'arbre, et qui permet de façon très simple de comprendre mes dons, mes talents, mon objectif de vie, comment j'agis, comment je suis perçue par les autres, mes besoins affectifs, mes besoins de réalisation. Et puis, quelle dynamique de vie je dois donner à ma vie. Voilà. Donc, avec tous ces éléments, on va pouvoir comprendre des choses et ça, c'est accessible à tous et simplement. Et puis, il y a une notion de triangle fondamental que j'ai mis au point. J'estime que ça, c'est une petite révolution, alors humblement, évidemment, mais une petite révolution parce qu'il n'existait pas avant d'outils qui permettaient de comprendre comment se centrer. Tout le monde sait comment faire pour pouvoir s'aligner, se centrer. Tout le monde sait ce que ça signifie, se centrer. Mais par contre, quoi faire exactement pour se centrer, pour s'aligner, c'est pas évident. Et bien, cet outil permet ça. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre que dans notre triangle fondamental, on peut avoir des nombres qui se chahutent. Par exemple, si j'ai du 4 dans une de mes racines et du 5 dans une autre racine, ces deux-là peuvent avoir des intérêts divergents. Le 4, il va avoir besoin de sécurité, de rationalité, d'être organisé, d'avoir un certain cadre et de la sécurité. Le 5, il va avoir besoin de mouvement, de changement, de pas avoir de choses forcément programmées. Donc, on pourrait dire ces deux choses vont pas ensemble. Donc, ça va créer une ambivalence à l'intérieur de moi. Eh bien, l'idée, c'est de me dire, ben non, c'est pas une ambivalence, c'est au contraire une complémentarité. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ce 4 et ce 5 s'entendent bien et deviennent au contraire plus forts et partenaires. C'est cet objectif-là que j'ai mis en place pour pouvoir comprendre chaque individu et s'intéresser vraiment à ce triangle fondamental qui, pour moi, a un côté vraiment vital. Par rapport à tout ça, est-ce que vous avez des questions avant de continuer? Qui c'est qui aurait envie de poser des questions sur ces éléments-là? En fait, vous avez parlé tout à l'heure de dons et de talents. Est-ce la même chose ou est-ce différencié? Enfin, je sais pas trop la différence. En fait, c'est là pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que
ce sont des éléments qui font partie de nos forces dont on n'a pas forcément conscience et qui sont à notre disposition pour notre objectif de vie, c'est-à-dire notre tronc. Et donc, ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Alors, dans les racines, ces 2 dons et talents, qu'est-ce que j'y mets? J'y mets le fameux chemin de vie, d'accord? Le chemin de vie dont tout le monde connaît en général. Enfin, en tout cas, c'est l'addition de toute la date de naissance. Quand j'additionne toute la date de naissance, eh bien, je vais avoir un chemin de vie et c'est ce que j'appelle, moi, la première racine de mon arbre. La deuxième racine de mon arbre, qui est majeure aussi, j'y mets tous les prénoms et le nom de naissance, réduit à un nombre. Et ça, c'est exactement la même chose que la première racine. C'est aussi important et c'est des dons et talents. D'accord? Et dans le tronc, j'y mets juste le jour et le mois de naissance, que certains numérologues appellent la clé de l'âme, c'est-à-dire l'objectif de vie. Et ça, c'est un point qui est vraiment, essentiel. Alors, beaucoup de gens parlent du chemin de vie comme étant le truc essentiel. C'est vrai que c'est très important, mais dans l'ensemble du triangle fondamental, pour moi, il y a des choses encore plus importantes. Par exemple, la deuxième racine, qui est l'addition de tous les prénoms et le nom, j'estime que c'est même presque un petit peu plus important que la date de naissance, l'addition de la date de naissance. Pourquoi? Parce qu'on vous appelle plus souvent Ingrid, Johanna, Vincent, Jacques, avec votre nom, etc., que le 15 février 1972, par exemple. Donc, on utilise plus souvent vos prénoms, votre prénom et votre nom, par exemple, que votre date de naissance. En tous les cas, moi, je les ai mis au même niveau. Et puis, l'objectif de vie, qui est le tronc, qui est juste l'addition du jour et du mois de naissance, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que, en fait, avec le jour et le mois de naissance, quand j'additionne ce tronc, le jour et le mois de naissance, à 2020, par exemple, puisque nous sommes en 2020, eh bien, on va avoir l'année personnelle. Toute notre vie va être rythmée en fonction de cette année personnelle. Donc, pour moi, c'est magique. Voilà, ce tronc, il est essentiel. Et en plus, notre objectif de vie, donc c'est doublement essentiel. Après, il y a d'autres éléments qui sont tout aussi importants. Alors, à ce propos, en ce qui concerne la temporalité, le plan de vie, parce que la numérologie, en fait, elle a 2 axes d'intervention. Elle a la connaissance de soi, qui permet de comprendre qui je suis, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit, les dons, les talents, l'objectif, etc., de vie. Et puis, il y a une partie d'aide à la décision qui est fantastiquement, déroutante, tellement ça nous aide. C'est-à-dire qu'en fait, jamais la numérologie va vous dire « Ah là là, il va vous arriver ça, dis donc, attention ». En aucun cas, la numérologie est capable de faire ce genre de choses. Par contre, elle est là pour vous aider à décider en conscience parce que il y a des décisions qui sont opportunes à certains moments et puis d'autres qui ne le sont pas. Exemple, en ce moment, à Bordeaux, il pleut des trombes d'eau. Est-ce que c'est l'heure de partir à la plage? Non. Par contre, je peux décider d'y aller. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la numérologie va dire si je vais faire des choses ou pas. Elle dit juste, franchement, dans ta vie en ce moment-là, c'est pas l'heure de partir à la plage parce qu'il pleut. Voilà. Et c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que la numérologie, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut, c'est pas le problème. C'est qu'il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres. J'utilise très très souvent la métaphore de planter les tomates. Planter les tomates au mois de mai, c'est l'idéal parce que les gelées sont terminées et du coup c'est fantastique parce qu'on va avoir de belles tomates au mois de juillet. Si je plante des tomates au mois de décembre, en ce moment, je peux le faire. Mais par contre, il faut que j'achète une serre, du chauffage artificiel, de la lumière artificielle. Et en plus, mes tomates vont avoir un mauvais goût. Mais je peux le faire. Je peux avoir des tomates. Simplement, la numérologie, elle permet de planter les tomates au mois de mai. Pas des tomates au mois de décembre qui sont chronophages, énergivores, et en plus, c'est moins bon. Donc, il y a des moments où on se dit, ça, c'est bizarre, d'habitude, je fais ça, c'est fluide. Puis en ce moment, c'est moins fluide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas l'heure, ou c'est trop tard, ou ça reviendra. Voilà. Parce que on fait partie d'un système solaire qui est cyclique. Donc, de toute façon, il y a des cycles et les choses reviennent. De mon côté, j'ai trouvé au niveau de la temporalité des éléments
qui permettent d'affiner l'analyse que j'ai retranscrite dans un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Numérologie, votre année personnelle, toujours édité aux éditions Erol et qui a été coécrit avec Didier Durandi. Celui-là, c'est pour la temporalité. Et puis, celui-ci que vous connaissez déjà, parce qu'il est de 2017 sûrement, en tout cas, il est aussi écrit avec Didier Durandi. Et celui-là, c'est pour la personnalité, ça s'appelle juste numérologie. Il permet de comprendre les éléments de sa personnalité. Et pour ça, d'ailleurs, si vous voulez connaître des éléments de votre arbre, il suffit d'aller sur mon site internet www.numérologie-stratégique.fr et vous allez découvrir votre arbre personnel, vous remplissez toutes les données et c'est calculé gratuitement, complètement pour vous. Alors, qui c'est qui a des questions par rapport à cette numérologie stratégique en particulier? Moi, j'aurais une question, c'est Annie. Par rapport aux prénoms, vous utilisez tous les prénoms enregistrés auprès de l'état civil. Quel est l'intérêt de la chose, puisqu'on est interpellé qu'avec un seul prénom? Et qu'en est-il des gens qui sont appelés dans la vie de tous les jours par un autre prénom que ceux inscrits sur la carte d'identité? Parfait. Donc, en fait, la règle de base, c'est de comprendre qu'on existe au niveau de la société parce qu'on a été identifié au niveau légal. Donc, ce qui est marqué sur votre carte d'identité vont être les éléments qu'il faut prendre en compte au niveau de la numérologie. Si vous avez 3 prénoms et que vous n'en utilisez évidemment qu'un, eh bien, malgré tout, il faut prendre tous les prénoms parce que si vos parents vous ont donné tous ces prénoms, c'est pas le hasard. Voilà. On n'utilise pas votre date de naissance pour vous appeler, pourtant on l'utilise dans la numérologie. Donc, c'est très important d'utiliser tous les prénoms parce qu'ils contribuent à vous rendre unique, d'accord? C'est que plus vous avez des prénoms, plus vous utilisez, plus il y a un côté d'unicité et donc c'est très important de les prendre en compte. Pour les gens qui ont un prénom qui est utilisé, admettons, on vous appelle Popol, voilà, vous appelez Paul et on vous appelle Popol depuis que vous êtes enfant. Popol, on va pas s'en servir. Pourquoi? Parce que Popol, ce n'est pas marqué sur la carte d'identité. Donc, même si on vous appelle depuis que vous avez 6 mois Popol, eh bien, on va pas en tenir compte et on va pas l'utiliser parce que on ne prend en compte que les éléments qui sont marqués sur la date la carte d'identité. Et il en va de même pour les gens qui ont été adoptés, c'est-à-dire que ceux qui ont un nom une adoption complète, la personne s'appelle, admettons, Paul Martin, et puis il est adopté, il devient Paul Durand, eh bien, on va prendre Paul Durand puisque c'est le nom Durand écrase, entre guillemets, le mot Martin, et c'est ce qui va être marqué sur la carte d'identité. Voilà. Et pareil pour ceux qui ont 2 dates de naissance, c'est-à-dire une date de naissance officielle, réelle, réelle, et une date de naissance différente qui est officielle, parce que il y a eu un couac administratif, par exemple. Ce qu'on va prendre en compte, c'est la date qui est marquée officiellement, pas la vraie date. Pour avoir fait les thèmes dans chaque fois, c'est très, très curieux, étrange. Mais d'un autre côté, c'est pas si étrange que ça, parce qu'en fait, vous existez, on existe tous au niveau de la société par ces éléments-là. Un enfant qui naît et qui n'est pas déclaré, c'est pas un enfant qui existe sur le plan social et sociétal. Donc, alors qu'il existe réellement. Voilà. Donc, c'est au travers de ce qui est marqué sur la carte d'identité qu'on va utiliser ces éléments. Et pour les femmes mariées, on va prendre uniquement leur nom de jeune fille, voilà. Et quand elles sont mariées depuis autant de temps, elles portent leur nom marital depuis autant de temps que leur nom de naissance, on va faire un deuxième thème pour regarder l'incidence qu'a le nom marital. Pour le coup, on va prendre qu'un seul prénom, c'est-à-dire le prénom utilisé. Voilà, par exemple, moi, Lydie Castel, parce qu'on va pas prendre les autres prénoms, parce que là, on est sur le nom social. Voilà. Donc, moi, mon nom social, c'est Lydie Castel, donc on prend juste Lydie Castel, et du coup, on va pouvoir faire un deuxième thème pour comprendre ce que l'énergie de mon nom marital m'apporte, puisque je porte mon nom marital depuis autant de temps que mon nom de jeune fille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Par rapport justement à ce nom de femme mariée, donc en fait, le nom de femme mariée ne viendra qu'en complément du thème avec le nom de jeune fille, c'est bien ça? En fait, le nom de femme mariée va être utilisé tout seul. On l'additionne pas au nom de jeune fille. On prend juste un seul prénom
et le nom marital, puisque c'est votre nom social. Un autre exemple très, très facile. Jean-Philippe Smet, donc, c'est-à-dire Johnny Hallyday. Il y a marqué Jean-Philippe Smet et nom d'usage, Johnny Hallyday. D'accord? Mais c'est comme si c'était nom d'épouse. C'est pareil. C'est marqué sur sa carte d'identité. Nom d'usage, Johnny Hallyday. Eh bien, Johnny Hallyday, on va faire le thème de Jean-Philippe Smet avec sa date de naissance pour voir les éléments, ses mémoires familiales, les outils manquants, etc. Et concernant l'impact de Johnny Hallyday sur sa vie, quand il a porté son nom Johnny Hallyday autant de temps que son nom de naissance, on va dire, on prend pas Jean-Philippe Smet Hallyday. On prend juste le nom social, Johnny Hallyday. Et là, on va calculer l'énergie. Qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport au premier thème. D'accord. Donc, pour une femme mariée, par exemple, si elle s'est mariée à 20 ans et qu'aujourd'hui, où elle fait son thème, elle a 65 ans ou 70 ans, on fait d'abord son thème avec son nom de jeune fille et on compare avec son nom de femme mariée. D'accord, ok, très bien. En fait, on va faire son thème toujours en premier, son nom de jeune fille, toujours. Et après, c'est intéressant de dire, bah tiens, votre nom de femme mariée, il vous apporte ça en plus, il vous apporte, ou alors il apporte une notion plus internationale, ou il apporte ça, etc. Et on va avoir des éléments. Moi, je vais regarder surtout le triangle fondamental et les fruits pour expliquer le changement, puisque comme c'est social, on va s'intéresser évidemment au triangle et aux fruits, puisque les fruits, c'est le besoin de réalisation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, ça peut être intéressant de regarder le thème de deux personnes différentes, que ça soit une mère avec son enfant ou un couple professionnel ou privé. Alors, ça, c'est très intéressant de le faire quand, par exemple, on veut s'associer, on est marié ou on veut se marier et on traverse soit une crise momentanée. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, un mari, une femme qui voulaient travailler ensemble et ils se posaient des questions. Est-ce que ça vaut le coup de travailler? Est-ce qu'on ne prend pas des risques, etc. Deux amis qui voulaient travailler. J'ai fait une mère et une fille qui souhaitaient travailler ensemble. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que on va faire le thème de chacune. Les deux sont présentes. Et dans ces cas-là, du coup, on va expliquer le triangle fondamental de l'une et le triangle fondamental de l'autre et attirer l'attention. Par exemple, dans un cas dont je me souviens, l'homme avait du 5, encore une fois, et la femme avait du 4. Et donc, je dis à monsieur, votre dame a du 4, elle a besoin de sécurité, c'est important de prendre en compte cet élément-là parce que c'est quelque chose qui est essentiel et vital pour elle. Et donc là, elle se retourne, elle lui dit « Ah, tu vois ?» Et là, après, moi, je parle de monsieur du 5, qui avait du 5, et je dis « Madame, monsieur a du 5, donc il faut surtout pas l'enfermer dans une routine. Il a besoin de changement, etc. Et surtout, s'il a des idées innovantes, il faut absolument écouter cette dimension-là, parce que c'est son but et il a besoin de ça. » Et là, il se retourne, il dit « Ah, tu vois ?» Alors, c'était très bon enfant et très, comment dire, ça permet le respect des uns et des autres. Je me souviens, la mère et la fille avait du 1 et celle qui avait l'autorité, puisque le 1 c'est l'autorité, c'était la fille, qui avait besoin d'autorité, c'est la fille. Et c'est pas évident quand on est dans un couple de travail où a priori c'est quand même plus la mère qui doit avoir l'autorité sur la fille. Et donc ce qui était intéressant, c'est que je dis attention, mademoiselle a besoin d'autonomie, c'est quelque chose d'essentiel pour elle. Donc, si vous faites jouer votre rôle de mère en étant autoritaire vis-à-vis d'elle, ça va coincer. Et elles se sont regardées toutes les deux en disant « Waouh, c'est génial parce que c'est exactement ce qu'on avait ressenti. » Mais le fait qu'on nous le dise, du coup, ça va être un élément de vigilance. Voilà. Donc, merci Annie pour votre question parce que c'est vraiment intéressant de faire ce travail-là, de regarder comment on peut fonctionner mieux, bien. J'ai fait déjà aussi des associés qui existaient déjà, qui travaillaient ensemble et qui avaient besoin de travailler sur des éléments de plus de fluidité entre eux. Et donc, c'est toujours très intéressant de permettre à cette fluidité.
J'ai une question, parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une petite formation en numérologie. C'était plutôt pour mon management, que j'avais appliqué d'ailleurs, et c'est super. Et à l'époque, ce qu'on m'avait appris, c'était plutôt les diapasons entre deux personnes. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous regardez? Je ne sais pas ce que c'est, les diapasons. Ah d'accord. Je ne connais pas. Peut-être que cette personne... C'était en fait entre les personnes. Donc c'est pour ça. Non, mais vous, c'est par le triangle fondamental que vous étudiez ça. Oui, C'était ça ma question. Complètement. Mais après, ça peut être juste des choses qu'on regarde de la même façon, mais ça n'a pas le même nom. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Tout à fait. Dans le mot diapason, j'entends la notion qu'il faut... C'est avec la première racine, en fait. C'est la différence entre les deux premières racines, si je compare. En fait, on va regarder, par exemple, ce que vous dites est très important, c'est-à-dire que, par exemple, deux personnes qui auraient du 8 en première racine, d'accord ? Première racine 8, et puis l'autre personne 8 aussi. Eh bien, ces deux personnes vont avoir toutes les deux besoin de prendre leur place. C'est beaucoup d'énergie. Donc, si les deux sont dans leur 8, très, ambitieux, parce que le 8 peut avoir ce côté-là. Il n'a pas que ça, hein, évidemment. Il y en a qui sont plutôt en mode plutôt élévateur spirituel, thérapeute, etc. Si les deux 8 sont dans une énergie très combative, ça peut être l'équivalent de mettre deux lions en cage. Donc là, c'est des points de vigilance importants où il faut faire très très attention. Donc oui, en effet, on va regarder si les deux racines sont compatibles entre elles. Par contre, avoir un objectif de vie 8 dans les deux sens, c'est-à-dire avoir envie de faire ça, c'est pas le même regard. Donc c'est vrai que c'est une gymnastique qu'on apprend. Par exemple, moi, dans ma façon d'enseigner la numérologie et surtout de la pratiquer, j'aime le côté orienté solution. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que la personne, quand elle repart, elle est plus légère que quand elle est arrivée. C'est-à-dire que si on plombe l'individu en lui donnant des problèmes, alors que le but est de lui donner solution, honnêtement, pour moi, on fait pas le job. Donc, l'idée, c'est de trouver des moyens de solution. Par exemple, au lieu d'appeler karma, j'ai appelé outil manquant. Parce qu'un outil manquant, j'ai pas de stylo, j'en achète, j'en fais un. En tout cas, j'avais l'outil qui était manquant, maintenant je l'ai. Donc, il y a une notion de solution qui fait que je peux avoir une solution. Karma, c'est compliqué à solutionner quand c'est un karma. Dette karmique, bon, alors déjà, dette, c'est pas marrant d'avoir des dettes. Mais alors, une dette karmique, waouh, là, vous êtes pas mal. Hein. Donc, moi, je préfère mémoire familiale, parce que mémoire familiale, on peut décider que c'est terminé. Je peux m'en débarrasser. Je coupe le lien d'une mémoire familiale parce que je suis en conscience. J'ai décidé que ça y est, stop, j'arrêtais ça. Ça, c'est important de travailler cette notion de orienter solution, la posture du numérologue. Par exemple, pour moi, un numérologue, c'est pas quelqu'un qui doit être un sachant. Un numérologue, il n'est pas là pour dire alors voilà, et puis déballe tout, et puis au revoir madame, au revoir monsieur. Moi, un numérologue, c'est quelqu'un qui se sert d'un outil, des calculs, etc. Et puis après, grâce à ces outils, il exprime ce que c'est et il va questionner la personne pour savoir si la personne se reconnaît dans la version positive ou la version négative du nombre. Exemple, le 1, c'est l'autonomie, c'est la capacité à décider, c'est la capacité à faire des choses, à avancer, etc. Donc, on va expliquer, voilà, monsieur, madame, vous avez une première racine 1, vous devez essayer soit d'être votre propre chef, ou en tout cas, si vous êtes salarié, d'être absolument autonome, c'est vital pour vous. Ça, c'est le 1, c'est ça. Il a besoin surtout de décider, le 1. Voilà. Donc, on parle pas de la personne, on parle du nombre. Puis après, on va poser la question. On va dire, est-ce que dans votre métier actuel ou dans votre projet, est-ce que vous avez cette autonomie? La personne va peut-être vous dire, non, j'ai pas d'autonomie ou voilà. Bon, on sait qu'automatiquement la personne, elle nourrit ce 1 ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît la version négative du nombre. La version négative du nombre, c'est autoritarisme, nervosité, égoïsme. Donc, est-ce qu'on vous reproche d'être égoïste, d'être autoritaire, d'être
trop nerveux. Oh là là, oui, j'arrête pas. Je suis vraiment en ce moment, je suis hyper nerveux, etc. Ben, ça veut dire un pas assez nourri. Donc, ben, la solution, c'est quoi? Décider, avancer, prenez des initiatives et ça va s'arrêter. Ça, c'est fantastique. Ça donne non seulement une analyse, mais en plus des outils pour pouvoir trouver ce qu'il faut pour pouvoir être soi. C'est pour ça que c'est aussi bluffant. Et il n'y a pas besoin de plus de 2 heures. C'est ça qui est incroyable. Alors, j'ai peut-être une question. Alors déjà, je voulais rebondir sur le côté positif et constructif de votre numérologie stratégique. Honnêtement, j'ai été bluffée parce que, comme j'imagine, tous ceux qui sont là ce soir ont acheté votre livre et se sont amusés. Honnêtement, je trouve que c'est un outil incroyable et qui dénoue tellement de questionnements intérieurs. Je suis bluffée, vraiment, et merci 1000 fois. Parce que c'est fantastique. Et j'avais une petite question. Alors, je ne sais pas si c'est là qu'on peut l'aborder, mais j'ai une amie qui habite à l'étranger et qui vit au Maroc, qui est marocaine, et donc elle a un alphabet qui n'est pas le nôtre. En revanche, effectivement, elle a un passeport, donc on a aussi l'écriture en français. Comment ça se passe pour faire ces recherches en fait en termes de nombre? En fait, dès qu'il y a un alphabet qui est organisé, il suffit de regarder sur Internet l'organisation. Moi, j'ai pas mal de clients qui sont polonais et russes. Oui. L'alphabet cyrillique comporte 33 lettres, donc oui. La nôtre. Il suffit de regarder sur l'Internet l'alphabet en question. Il est organisé, donc ça peut être A, D, Sloch, D. Et en fonction de ça, vous faites un petit tableau qui va reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et vous mettez les nombres qui sont c'est-à-dire, je vais vous partager l'écran, vous allez voir. Donc, si vous voulez, il suffit de faire un tableau avec la valeur des lettres et donc vous mettez les lettres dans le sens qu'elles arrivent. Donc A, B, peut-être que là, ça sera une autre lettre et du coup, vous réorganisez l'alphabet suivant 9 nombres de la même façon. Et après, vous faites vos calculs et pareil. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Bien.